Il est temps d'accueillir notre invité tout de suite. C'est Clémentine Célarié qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bienvenue, entrez, je vous en prie. Venez. Du lit, alors. Venez, je vous invite à venir jusqu'ici. Bienvenue. Bah, Ça va? Bonjour, très bien. c'est relâche aujourd'hui. Pas très réveillé, c'est ça? Ah si, complètement, dites donc. Non mais c'est réveillé. c'est relâche. Lundi. J'ai pas dormi, j'étais dansé toute Vous la voulez un nuit. café? Je vais vous chercher un café. Non, vraiment, tout va bien. Vraiment, je vous remercie. Non, tout va bien. J'ai les yeux un peu en trou de pine, mais ça, c'est le rôle que j'ai qui était un peu dramatique, donc je pleure, donc forcément. Oui. Après, voilà, ça fait. Ce qui est pratique, c'est que j'ai même pas besoin de faire de questions. C'est intéressant. Et vous savez, c'est reposant pour moi. Je vous en prie, posez-moi. Énorme coup de cœur Oh, merci, pour cette pièce que vous jouez en ce moment au Théâtre de la Pépinière à Paris. Je suis la maman du bourreau. Coup de cœur et coup de poing aussi, parce qu'on assiste à une performance. Vous êtes seul en scène pendant 1h15 dans un rôle à la fois bouleversant et tragique, celui d'une mère très BCBG, qui découvre avec effroi que son fils, son cher fils, qui a choisi la vie de prêtre, ce qui la rend si fière, cette mère, eh bien ce fils est en réalité un monstre, pédophile, prédateur sexuel. On regarde tout de suite quelques images. Merci. Mon fils est prêtre. Était. On avait retrouvé son corps sans vie, étendu dans le salon du presbytère. Madame de Mirmont, votre fils, le père Pierre-Marie, avait-il des raisons de se donner la mort? Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Un homme, lui aussi victime, décide de briser l'omerta en témoignant à visage découvert. Il s'agit de témoignages grotesques. La pièce est issue d'un roman de David Lelay-Hello. Vous faites tout toute seule, hein, l'adaptation, la mise en scène, seule sur scène aussi. Oui, enfin, la scénographie, c'est Balthazar Reichert. Il m'a beaucoup aidé parce que la lumière et la scénographie, ça a construit tout cet univers un peu comme ça, un peu étrange. On ne sait pas trop où on est, on sait qu'à la fin, hein, on ne dit pas la fin. Non. Mais merci en tout cas. Oui, c'est un roman que j'adore, qui est magnifique. Qu'est-ce qui vous a plu à ce point quand vous avez lu ce texte? Je me pose la question en fait souvent, mais je sais que c'est quelque chose qui concerne l'amour absolu, infini, une forme de grâce, de transcendant, le danger, si vous voulez, de l'amour trop fort. Enfin, c'est ce qu'elle dit elle-même. C'est l'amour maternel, mais aussi cette espèce de foi, de spiritualité, parce que c'est vrai que c'est une femme religieuse, mais moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle attend énormément de la vie. Elle a une foi qui est belle. Moi, je l'aime, cette femme, en fait. Je l'aime parce que là où elle est brisée, si vous voulez. Elle est cassée, brisée, parce qu'elle raconte donc la trahison de son fils. Mais elle croit encore, je ne sais pas comment vous dire, il y a un feu, elle a un feu jusqu'au bout très quasiment. Fort. Elle découvre, d'ailleurs, c'est terrible parce qu'elle découvre ça en lisant les journaux. Oui, les journaux. Il y a des révélations dans la presse Sur l'histoire de son fils qui donc a commis ces atrocités. Elle ne sait pas que c'est son fils. Et voilà, au début, elle ne sait pas, mais pourquoi culpabilise-t-elle autant? Parce que c'est ce qu'elle dit à un moment donné, c'est qu'elle se demande si elle ne le savait pas, quoi, si elle n'était pas au courant et qu'elle avait... Elle n'a pas voulu voir, c'est ça? Et que voilà, et elle dit, j'avais gardé ce petit cadavre recroquevillé dans un pli de ma mémoire, c'est-à-dire le déni de vérité. Et elle se le dit à un moment donné, comme elle est toute seule et qu'elle gamberge sur... Enfin, elle gamberge, c'est pire que ça, elle revit ça toute seule, c'est pour ça que je fais tous les personnages, parce qu'elle les revoit, elle les réincarne, elle revoit son fils qui est... qu'elle aime tellement et en même temps qu'elle a dû détester, enfin, qu'elle déteste aussi. Enfin, c'est moi ce que j'aime, voilà, pour répondre à votre question d'il y a 10 minutes, c'est le paradoxe. Parce que je trouve qu'on est parfois dans un paradoxe. On est des êtres humains et quelquefois Et en tout cas, c'est dramatiquement, si vous voulez, pour une actrice et pour l'histoire, c'est passionnant parce elle est déchirée entre la haine, entre le diable et entre et l'amour qu'elle peut avoir pour son fils. À propos de paradoxe, je suis venu vous voir il y a quelques jours et j'étais très touché parce que vous avez dit à la fin de la pièce, vous remerciez le public
Parce que vous dites, parce que c'est pas évident d'être seul en scène quand même comme ça, sur un texte aussi difficile par ailleurs, et vous remerciez le public pour son écoute. Et je peux témoigner que pendant 1h15, il n'y a pas, mais on n'entend rien, les gens sont comme ça, on est tous un peu en suspension. Pourquoi est-ce que vous remerciez le public à ce point? En fait, parce que déjà, c'est après. Donc, oui, donc déjà, vous dites, ça y est, c'est fini. La pression retombe. Non, mais voilà. Mais je les remercie parce que, en fait, le spectacle se fait à deux. C'est-à-dire, le public étant... Ça, j'avais jamais entendu ça, pour être honnête. En fait, quand on est seul en scène, avec une histoire comme ça, qui est tellement étrange, et c'est un magnifique roman que je recommande à tout le monde, de David Lelailo, Je suis la maman du bourreau, c'est magnifique. Mais quand on est en scène comme ça, pour moi, c'est un seul être, le public, vous voyez, fait de plusieurs personnes. Et du coup, on est deux, et c'est l'écoute, c'est la générosité, enfin l'écoute, quoi, la réception que je reçois moi. En fait, ce silence, c'est comme une réplique finalement. Ben oui, enfin, exactement, c'est écouter l'écoute. Enfin, elle me vient et si je sens ce silence, je me dis, ils sont avec moi. Donc en fait, si vous voulez, on va loin. Enfin, voilà, en tout cas, ça m'a fait penser surtout au rapport que vous entretenez depuis de nombreuses années maintenant, avec le public. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles vous êtes aussi populaire, pourquoi les gens vous aiment autant, c'est que vous n'hésitez pas aussi à leur dire ce genre de choses. On va se retrouver dans tout juste 2 minutes avec Clémentine Sélarié, qui est notre invitée ce matin. Elle est sur scène au Théâtre de la Pépinière à Paris. Il est 9h20 et nous sommes très heureux d'avoir avec nous Clémentine Sélarié qui est sur scène en ce moment au Théâtre de la Pépinière à Paris dans cette pièce Je suis la maman du bourreau. Je dis bien une pièce parce que même si on peut appeler ça seul en scène, c'est pas du one man, hein, c'est une histoire, ou du one woman comme on dit. C'est une histoire, c'est un texte extrêmement fort que vous interprétez franchement, je vous le dis très sincèrement, avec grâce et force. Vous êtes cette mère qui donc découvre, je le disais tout à l'heure, que son fils qui est devenu prêtre et dont elle a suivi toute la carrière parce qu'elle est très fière de ce parcours, eh bien ce fils est un monstre, c'est un pédophile, c'est un prédateur sexuel. Et donc comment va-t-elle réagir à tout ça? Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous interroge tous sur notre rapport à nos enfants. Benjamin Muller. Benjamin suit toutes les actualités autour de la famille et de la société dans cette émission. Souvent, on pose la question sur l'amitié en disant qu'est-ce qu'un véritable ami? C'est celui que tu appelles si tu commets un meurtre et dit il n'y a pas de problème, j'arrive. Pour les enfants, je pense que c'est encore plus vrai, effectivement. Rien que ce titre, Je suis la maman du bourreau, nous pose tous cette question comment on réagirait si on réalisait que notre enfant est un violeur, un tueur, un pédophile. Peu importe. Moi, ça m'a fait penser à terrible histoire de l'affaire Daval, avec la maman de Jonathan Daval qui a donc tué sa femme, et la maman de Jonathan Daval qui vient en interview et qui, ne le défend pas ce qu'elle a fait, mais quand même, elle le soutient, évidemment. Et donc, si on se met à sa place une seconde, après, elle est dans la maladresse, elle vient expliquer qu'il est devenu ami en prison avec le tueur en série Guy Georges, etc. Mais est-ce que on est dans l'horreur, mais si on se met à sa place, on ne peut que la comprendre, cette maman qui soutient Jonathan. Voilà, c'est très difficile, mais je pense que tous les parents se posent ces questions-là un jour ou l'autre. Et du coup, votre rapport, vous avez pensé, vous avez dit, est-ce que si l'un de mes enfants faisait ça? Non, je me suis dit, est-ce que j'élève bien mes enfants? Je me suis dit, non, mais la réponse est non, ça vous savez. Ça, nos enfants nous le répètent à longueur de journée. Elle a peut-être mieux réussi que vous. Hein. Non, mais je me suis demandé, parce qu'en fait, on inculque à nos enfants des choses inconsciemment. De toute façon, dans notre façon d'être, même quand ils naissent, la façon dont on va être dans tous les instants qu'on passe avec eux, on leur insuffle quelque chose qui est de nous, quoi. Donc, par exemple, Gabrielle de Miremont, dans la pièce, elle dit « je le gavais, je le remplissais de 1000 vertus, sans même lui laisser le temps de reprendre son souffle ». C'est-à-dire parce qu'elle lui d'où la culpabilité. Voilà, d'où se dire « ben oui ». Qu'est-ce que j'ai fait? À quel moment j'ai raté? Ben voilà, et elle dit qu'elle n'avait pas de tendresse. Dans sa famille, il n'y avait pas de tendresse, pas de câlins, de câlins, de choses comme ça. Et donc elle dit peut-être que... Oui, enfin, donc... Mais ça reste son fils, même s'il a commis quelque chose d'atroce, ça reste son fils, même s'il a commis quelque chose d'atroce. Voilà. Alors elle, ça, je ne dis pas la fin, mais non. Mais vous êtes fiers de vos enfants, vous? Ah oui, bien sûr. On ne va pas comparer avec cette pièce. Non, moi, le rapport que vous entretenez, je suis très fière. Quelquefois, je me dis que oui, ils sont dans un monde quand même avec lequel il faut vraiment savoir... Vous en avez 3?
J'en ai 3, j'ai 3 fils, oui. Mais oui, et puis on travaille ensemble, ils sont des artistes, ils sont travailleurs, surtout ils sont travailleurs, ils ont un sens honnête, enfin, ils ont vraiment... Non, c'est des partenaires pour moi maintenant, c'est des partenaires de travail, voilà. Donc on a un rapport presque fraternel, enfin voilà, c'est fini maintenant, enfin ils sont grands, enfin, je veux dire, c'est fini. On s'est jamais fini. Alors Clémentine... Et je suis grand-mère, moi, en plus. Avec Christophe Beaugrand, on va revenir un petit peu en arrière. Oui, le 2 juin 1980, vous aviez 23 ans à l'époque. Et vous n'étais pas née, je crois. À peine. Vous devenez animatrice radio sur Radio 7, une radio éphémère pour les jeunes. Ça a duré quelques années. Il est 7h du matin, c'est la toute première prise d'antenne. Cette radio n'a jamais existé. Et là, on vous entend, et c'est amusant parce que votre voix n'a quasiment pas changé. Vous êtes très en forme ce matin-là, écoutez. Changer de planète, écoutez Radio 7. On est super contents, mais on est mort de trac. Bonjour, c'est Radio 7. Lundi 2 juin 1980. Sur 99,7 MHz. En modulation de fréquence, bien sûr. On a le cœur qui bat une allure, on ne pouvait pas savoir. Mais qu'est-ce qui vous... Oh là, vous étiez surexcité là ce matin. Oui. C'est le trac. Oui, j'étais surexcitée, complètement émerveillée de créer une radio. Je trouvais ça dingue. C'est le trac et la folie. Et bon, vous voyez, moi, voilà. Et Patrick Meyer, qui avait créé la radio, qui m'avait engagée, il m'avait fait changer de prénom parce que je m'appelle Myriam. Oui. Il m'a dit Clémentine, c'est sympa, tu rigoles tout le temps, vas-y, machin. Clémentine est née donc en 1980. Avant, vous étiez Myriam. Voilà, absolument. Mais je suis restée Myriam pour mes proches. Et, mais pour le maman, public, c'est Clémentine, évidemment. Papa. Bien, absolument. Mais voilà, donc c'était extraordinaire. Et moi, j'adore la radio. Mais bon, on peut pas. J'aimerais bien en faire quelquefois, mais la nuit, je sais pas. Non, mais en même temps, il faut voir le temps. Mais il paraît qu'à l'époque, vous passiez la nuit en boîte en plus. Bien alors sûr, que vous présentiez la matinale. Maintenant. Oui, j'allais direct, j'allais au Palace. Ah oui. Et j'allais direct après, faire l'émission à 7h. Belle époque. Et au bout d'un moment, ça... Mais Bruce fait la même chose. Oui. Mais pourquoi Clémentine? Je sais pas, parce qu'il dit tuerait tout le temps. Alors hop, mais moi je m'en foutais complètement parce que je voulais être comédienne. Donc je disais, Clémentine, c'est pas grave pour la radio. Puis quand je serais comédienne, je changerais, je reprendrais Myriam. Mais après, j'ai pas changé parce que je me disais, enfin, des débilités de... Je dis, ils vont pas me... Ils savent peut-être qu'ils me connaissent, les gens, donc peut-être qu'ils vont... Enfin, c'est comme Bruce, il s'appelle Jean-Michel en vrai. Oui, absolument. oui. Non, ça, je peux remercier mes parents de m'avoir offert ce si beau prénom, en tout cas si original. Regardez l'affiche de ce film, parce que c'est la même année, 1980, le film de Claude Sautet, Garçon. C'est votre premier rôle au cinéma? Oui. Comment est-ce que vous étiez retrouvé dans ce film? Parce que c'est Dominique Besnéard, que j'embrasse, qui, je rentrais du Palace, c'est vrai, je rentrais du Palace. Décidément. J'étais avec un amoureux, bon, ça c'est de toute façon. Et donc, et alors, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, je dis, j'ai pas envie d'y aller, machin. Il me dit, allez, vas-y. Bon, ma douche, machin. Pas casting. Non, mais pour un casting, voilà. Et je suis devant Dominique, et puis il me dit, est-ce que vous parlez anglais? Je dis couramment. Alors je commence à speak English, blablabla. Et puis voilà, j'ai été engagée, et je l'ai, enfin, je ne vais pas vous raconter tout ça en détail, mais c'était magique parce que j'ai rencontré Yves Montand. Ouais. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire avec Yves Montand parce que c'est trop long, mais je sais que c'était un grand séducteur et c'est un homme extraordinaire que j'ai eu la chance de croiser. Mais voilà, et ce film a été... Alors j'étais tout le temps comme ça parce que je voulais absolument que tout le monde sache que j'étais à fond. Alors à la fin de la journée, vous êtes crevés parce que vous ne tournez pas tout le temps. Vous êtes tout le temps prête à tourner. Parce qu'on ne savait pas qu'il fallait attendre. Il faut attendre quand on tourne. Et donc voilà, et on était en studio, il y avait Villeray, enfin Nicole Garcia, enfin il y avait des artistes. Un beau casting. Ah, c'était génial. Clémentine Célarié, vous n'appartenez pas à une famille ou à un clan d'acteurs. Ah non. Et donc vous faites vos choix, votre carrière. Non mais alors je me disais, est-ce que vous avez des regrets de ne pas avoir été davantage appelé par le cinéma, par exemple, pour des grands rôles? Pour moi, c'est stérile, vous voyez. Bon, mais alors, parfois une incompréhension ou... Non, on est toujours responsable de ce qu'on vit, je pense. Oui. Donc ça vient de moi, ça vient d'un truc où effectivement, peut-être qu'inconsciemment, moi j'ai besoin de faire mon chemin. Et d'ailleurs, je pense que quand on est une femme, vous savez ce truc de dire qu'à partir de 50 ans, on a moins de rôle, tout ça. En fait, non, c'est-à-dire que c'est nous qui devons décider. C'est-à-dire qu'il faut se battre 2 fois plus, évidemment, mais nous pouvons le faire. C'est-à-dire que la maman du bourreau, par exemple, personne ne m'aurait proposé, de toute façon, elle a 80 ans, donc personne ne m'aurait proposé ce rôle, n'est-ce pas? Ça n'était pas crédible. Mais non, vous avez sûr. Mais vous avez eu du mal à monter la pièce?
Non, pas du tout, parce que j'ai la chance d'avoir un partenaire qui est Jérôme Fouché, mon producteur, un ami, avec qui j'avais monté Une vie de Maupassant. Pareil, on ne m'aurait jamais proposé. Ce que je veux dire, c'est En tout cas, c'est vous qui étiez à la manœuvre. en tout comme cas, à plein de femmes, en fait, qui fédèrent leurs propres projets, et il faut le faire. Moi, j'ai pas attendu d'avoir 50 ans pour ne pas avoir de rôle. Je voulais, parce que moi, j'aime les choses excessives et puissantes. Et c'est vrai qu'il faut les créer. C'est-à-dire que, ou alors, il y a des personnes. Bientôt, je vais faire une série où c'était un homme, et puis ils l'ont transformé, c'est une femme, et c'est une femme qui est un peu... qui a Alzheimer, qui devient psychopathe, non, c'est fantastique. Ah, le personnage a l'air assez dingue. Non, mais voilà, donc il faut aussi tomber, mais plus on le fera nous, plus les hommes aussi et les gens le feront. Mais c'est vrai que... Il faut impulser les choses, en fait. Ben oui. Est-ce que vous avez avancé sur l'adaptation de votre livre Oui, alors... dans lequel vous racontez votre combat contre, c'est en cours, contre oui. le cancer, les mots défendus. Oui, parce que je voudrais parler de la guérison et parler de la vibration qu'on peut ressentir après la chance d'être guéri d'un cancer. Et c'est très important parce que, encore hier, j'étais avec des amis de la maison Rose Up, qui est vraiment un endroit que je recommande à tous ceux qui ont un cancer, toutes celles qui ont un cancer et qui traversent cette épreuve terrible. Et en fait, il y a tout un truc sur l'accompagnement. Voilà. Et moi, je voulais parler de la guérison, de la folie qu'on peut déclencher, enfin dans l'imaginaire, de tout ce qu'on peut... c'est important, tout ce qu'on peut nous projeter quand on est en train de guérir, parce que, enfin, quand on... C'est une renaissance, vous diriez, c'est ça? Ben oui, c'est-à-dire que, en tout cas, quand on est comédien et quand on est un petit peu... on a un petit pet au casque, Un petit grain. comme moi, c'est bien parce que ce petit grain, justement, peut nous aider vraiment. En fait, c'est... Alors, pardonnez-moi, on est au terme de l'émission, je vous remercie infiniment. Oui, c'est moi, Je suis la maman du bourreau, c'est au Théâtre de la Pépinière, j'imagine bientôt aussi en tournée. Merci infiniment. Merci à vous, merci à vous. On vous aime beaucoup. Ravi de vous avoir reçu ce matin. Excellente journée à tous, à demain 6h55.